Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui parle d'un sport dominé par le seul et unique Tadej Pogačar. Et le Slovène invincible est au programme de cet épisode, mais ça sera dans le sprint final, car avant ça, priorité à bien sûr nos amis les Français. Le divorce entre David Gaudu et Arnaud Démare et l'avènement de Kevin Vauquelin, ce sont donc les deux thèmes que on va aborder en première partie avec mes plus fidèles équipiers. William Bonnet, aka Jérémy Saakian à main gauche. C'est moi William Bonnet ? Oui, parce que tu sais pourquoi je dis William Bonnet. Parce que je mets que des bonnets. Voilà, tout à fait. Alors il y a eu beaucoup de discussions par rapport au bonnet de Jérémy, parce qu'a priori c'est l'homme qui porte le mieux le bonnet. Oui, et puis j'ai toute une collection, donc effectivement, ça me va bien. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Et bonjour à Elodie Collat qui nous écoute en direct. Ah, en direct de l'EHPAD ou je ne sais pas quoi. Je crois que c'était une photo de nous. Je me suis un peu vieilli. C'est peut-être la caméra qui fait cet effet. José Azevedo. Rémi Los Santos, bonjour. Bonjour. Ça vous va ou de toute façon très bien. Sinon c'est un Rui Costa, mais c'est plus un équipier maintenant, c'est devenu un leader, donc on peut plus. Top 10 sur l'Algarve. Je suis un peu déçu d'ailleurs. J'espérais que dixième. Que dixième, on peut le dire, c'est la crise. Alors, on va parler donc de tout ça, de Gaudu, Démare, Pogačar, etc. On est en direct et en live sur Twitch, évidemment, vous pouvez poser vos questions. Discord tout à l'heure pour le quiz. On aura peut-être une surprise, on ne sait pas. On n'a pas trop compris ce que disait le grand maître en personne, vous savez. Le grand maître, c'est Anthony ? C'est le maître des 12 coups de midi. Là. Quelqu'un a déjà compris ce qu'il raconte ? Il sait pas lui-même. Hein. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a un quiz quand même, sinon ça sera un one-to-one, donc je vais remporter ce quiz. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti pour le départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Une dernière. Ah bah il en a remis hein. Il a bien écouté hein. Il est de bonne aloi le générique, le jingle. En tout cas c'est dans le thème. Voilà. On en parlera de plus que jamais. Sûrement. Donc une dernière interview dans la presse pour David Gaudu qui n'a pas rassuré. Avec Arnaud, il faudra voir sur le terrain si on peut travailler ensemble. Ça ne sent toujours pas l'amour fou entre les deux. Petit rappel avant de vous donner la parole, messieurs. Il y a quelques semaines, David Gaudu s'est un peu lâché sur son Discord en parlant d'Arnaud Démare. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, il ne s'apprécie pas trop. Voilà, c'est un peu le résumé. Déjà, je vais faire appel à vos souvenirs. Monsieur Saakian, oui. Est-ce que de mémoire d'homme, de mémoire de personnes âgées, est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existait les coureurs qui se détestaient à ce point-là, mais même en public ? Parce que là, Armstrong Contador 2009, c'était pas l'amour fou chez Astana. Hein. C'est vrai. Oui, mais c'était encore un peu. Est-ce que c'était vraiment public ou est-ce que c'était interne, mais on savait tous ? Parce que là, vraiment, là, c'est officiel, quoi. Non, mais c'était à peu près du même acabit, sauf que là, les deux avaient le même objectif. Là, ils vont retomber à peu près sur leurs pattes parce qu'il y en a un qui vise les sprints et l'autre qui vise le classement général. Mais je pense que ça existe un peu partout et de tout temps. Le problème, c'est de l'exposer publiquement. Plusieurs fois. Mais à plusieurs reprises. Là, il sait encore une fois. Alors là, dans son interview, il dit j'ai désactivé Twitter, etc. Mais je garde encore mes autres, j'allais dire hobbies, je sais pas, sur notamment son Discord, et il fait aussi des lives sur Twitch comme nous d'ailleurs. Voilà, il a gardé ça et il va garder encore ce franc-parler pour David Gaudu. Bon alors, Rémi, erreur ou pas erreur pour David Gaudu ? Grosse erreur. Grosse erreur pour moi. C'est quand même bizarre de dire comme ça publiquement 2 fois que en gros tu ne t'entends pas avec un coéquipier. Alors Démare lui fera pas gagner le Tour de France, il fera pas gagner un sprint à Démare, donc très bien ils peuvent cohabiter sans véritablement se parler et même sur la même course. Maintenant dans le vélo, tu sais jamais ce qui peut arriver. Si ça se trouve, tu peux avoir un jour où Arnaud Démare va avoir besoin de rouler pour lui. Est-ce qu'il va le faire ? On ne sait pas. Tu sais jamais. Ce jour va arriver très vite. Hein. Ouais. Le 7 mars, contre la montre par équipe de Paris-Nice. Tu crois vraiment que Démare, il va se donner à 100% pour faire gagner Gaudu ? Ne serait-ce qu'une cassure, peu importe. Une cassure et d'où il y a Arnaud Démare dedans et plus 2-3 coureurs. Il va aller voir Arnaud. Il fait écoute, tu peux te mettre à plat pour moi pour aller récupérer le groupe ? Non. Il va être un grand coup de patin. Tombe dessus, ouais. Avant d'avancer sur ce sujet, c'est donc malaisant. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Pour moi, c'est une grosse erreur. Bien sûr. Non. Moi, je suis d'accord avec Rémi. C'est une énorme erreur. Alors, la première fois, tu peux considérer qu'il s'est fait piéger, qu'il était sur Discord, qu'il pensait pas que le cercle fermé d'amis à qui il se confiait allait faire fuiter ça. C'était déjà une faute. Parce qu'il faut toujours se méfier. Il y a toujours quelque chose à gagner quelque part pour quelqu'un qui est au hasard. Mais là, on est au-delà de l'erreur. À partir du moment où tu as déjà pris un shitstorm énorme, fais profil bas. Si le journaliste t'appelle en disant bon, et par rapport à Démare, ça va se passer comment ? Tu dis écoutez, c'est bon, on en a déjà parlé, on a mis les choses à plat, je me suis excusé, passons à autre chose.
Là, il insiste, il continue. Il n'y avait aucune nécessité d'en remettre une couche. Puis il y a un proverbe qui dit une fois c'est une erreur, deux fois c'est un choix. Et là, je pense qu'effectivement, Godu a choisi de remettre de l'huile sur le feu. Pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Mais c'est là, on est au-delà de la maladresse. Ouais. Alors c'est quoi la solution, Rémi? C'était en fait une fois que les messages ont été exposés au monde, excuse. On ferme sa bouche entre guillemets et on fait profil bas pendant un petit moment, ou est-ce qu'il a eu raison de s'excuser? Ça il l'a fait, ça c'est sûr, mais ensuite de revenir un petit peu dessus après. Bon, c'est un point de com', mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'était déjà pas trop tard? Alors comme l'a dit Jérém, c'est vrai que la première fois, certes c'est une faute, hein, parce que quand t'es un personnage public il faut toujours mesurer sa parole, mais on est sur Discord, t'es un petit peu à la cool et tout, tu peux te laisser aller un petit peu, machin. Bon, voilà. Heureusement que nous on n'écoute pas nos off, hein, parce que sinon. Face à un journaliste, tu sais que ça va être repris, donc tu sais que si tu le dis, ça va faire les gros titres et tout. Donc il a voulu le faire, donc c'est dans son plan de com, oui, comme tu dis. S'il avait dit un truc en mode, on s'est excusé, on s'est expliqué, machin, c'est terminé, évidemment qu'on l'aurait pas cru. Mais au moins, tu montres que tu as compris un petit peu. Là, tout ce qu'on veut voir, c'est tout ce qu'il montre, c'est que voilà, il n'aime pas du tout Arnaud Démare. C'est certainement réciproque d'ailleurs. Je pense, en tout cas maintenant, je pense que je pense qu'en tout cas, oui, maintenant ça l'est. Et non, il aurait fallu. Ça entache complètement son image. Enfin, quel message il envoie là au cyclisme français, au reste du peloton d'ailleurs. Moi, je pense que, imagine dans le futur, il y a des mecs qui veulent que la FDJ veut recruter pour l'aider. Certains vont peut-être pas aimer ce qu'il fait et du coup vont se dire qu'on me tire dans le dos 2 semaines après, bon. Je sais pas. Alors là, je pars dans le futur, je parle plus loin, mais ça peut arriver. Tu peux très bien avoir des mecs qui refusent de venir ou de rouler pour lui. D'ailleurs, même aujourd'hui dans d'autres équipes pour ces mots. Pour connaître un petit peu ce qui se passe en inside, hein, je sais que David Gaudu a eu des difficultés auparavant avec d'autres collègues coureurs. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, il a déjà été un peu au clash entre guillemets. C'est quelqu'un qui est assez clivant. Après, ce sont aussi des champions. On parlait de l'Armstrong, désolé pour la comparaison, mais là aussi, hein, tu n'étais pas tout le temps en train de l'apprécier. Hein, des fois, c'était compliqué et tout. Mais est-ce que ça veut dire que son image est encore un peu plus entachée, comme disait Jérémy? Est-ce de coureur et d'image publique aussi? Oui, complètement. Mais il s'est mis dans la mouise tout seul, hein. Personne ne l'a forcé à faire ses sorties. Si tu me demandais tout à l'heure de mémoire d'homme, a-t-on des souvenirs de situations similaires, c'est que ça se produit quand même assez peu régulièrement. Et pourtant, je te mets ma main à couper que dans toutes les équipes, les inimitiés sont fréquentes. Ça. Tu peux pas toujours apprécier tes collègues. Moi, je commande des cyclocross avec 2 débiles. Hein, on fait avec. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour rester sérieux, bien sûr que l'image était cornée. Je pense que déjà la première fois, encore une fois, j'insiste, mais la première fois, c'était déjà une sortie de route. Là, c'est des tonneaux. La voiture, elle est flinguée. Ça sert à rien de l'amener au garage. Ça va direct à la casse. Donc, il va falloir vite se reconcentrer sur l'essentiel, le vélo, et vite aller chercher des résultats aussi. Parce que si la saison de David Gaudu démarre sur des bases ne serait-ce que moyennes, ce sera pas à son avantage. Il va falloir rendre des comptes assez rapidement. Après, il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu dans cette histoire. Il n'a pas encore repris sa saison. Arnaud Démare, il y a eu plusieurs. Il y a une annulation en Turquie, etc. Là, il va revenir là, très prochainement. Je ne sais plus où, mais de mémoire, ça revient vite. Arnaud Démare, bien. Enfin, je veux dire, le fait de rien dire, c'est bien joué. Il a raison. Enfin, bien joué de sa part. En même temps, qu'est-ce qu'il a à dire? C'est la meilleure réponse. Oui, parce que tu te mets de côté par rapport à ce débat, tu laisses l'autre, entre guillemets, s'époumoner à dire à quel point il te déteste et que vous détestez. Mais encore une fois, t'entaches pas ton image et tout. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Rien, il a raison. Lui sort grand gagnant de cette histoire-là. Oui. Parce que si Gaudu espérait l'écarter de la start list du Tour de France en sortant des saucisses comme ça, là il a clairement tout perdu. Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir Démare de l'équipe du Tour. Tu peux pas accéder aux caprices de ton jeune leader. Ça c'est mort.
ça serait vu comme un énorme signe de faiblesse vis-à-vis de l'équipe. Il n'y a aucun coureur qui est au-dessus de l'institution, mais ça c'est valable partout, c'est valable au foot aussi. On ne cesse de le répéter par rapport au PSG. Messi, Neymar, Mbappé sont pas au-dessus de l'équipe, ils ne devraient pas avoir autant de passes droits. Bah, c'est pareil dans le vélo. Aujourd'hui, tu vas voir David Gaudu, tu lui dis écoute, là tu nous forces à laisser démarrer parce qu'on peut pas céder aux caprices. Donc c'est complètement contre-productif. Ça l'est en situation de course et ça l'est également en situation de préparation. Donc moi je ne comprends pas pourquoi on en est arrivé là. Ouais, et surtout que il a fallu gérer cette histoire au sein de la FDJ. Alors Marc Madiot, le manager qu'on a entendu tout à l'heure dans le jingle, a juste dit, je crois que c'était sur RMC, mais peut-être il a fait d'autres sorties à ce moment-là, juste ils sont grands, ils vont gérer ça tranquille, ce sont juste deux grands bonhommes, chacun... Tu veux qu'il dise quoi d'autre ? C'est le patron de l'équipe. Juste de dire, c'est pas de la gestion. En fait... Moi, je me pose la question de savoir si c'est une bonne gestion. Je sais qu'il faut rarement prendre parti pris. La gestion est mauvaise, mais Marc Madiot, en tant que manager, ne peut rien dire d'autre. Il peut pas remettre de l'huile sur le feu en disant « Ouais, c'est vrai, Gaudu a déconné » ou « Oh là là, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils se détestent ?» Oui. Non, la situation est telle que ça a déjà dégénéré. Donc la faute, elle a été commise en amont. Il y a peut-être un moment donné où le directeur de la communication ou l'attaché de presse a pas vu venir le séisme. Il n'a pas vu venir la réplique non plus. Là, la deuxième fois, c'est peut-être un peu plus compliqué que la première. Mais Marc Madiot, là, oui, la partie, elle est perdue. La communication a été désastreuse. Donc, autant dire, ouais, bon, vous inquiétez pas, ils sont grands et ils se gèrent. Il peut rien dire d'autre à date. Mais le problème a mal été géré en avant. Oui, c'est avant. Comme on l'a dit, après la première fois... Tu peux dire ce genre de phrase après la première fois, mais après en off, t'es censé recadrer. Ah bah oui. Il n'a pas été recadré, sinon il aurait pas lâché ça devant des journalistes. Donc le boulot n'a pas été fait non plus par la Groupama FDJ qui a absolument pas géré. Je dis, c'est même pas mal géré, qui n'a pas géré l'incident. Après. On est souvent débordé par les néo-réseaux sociaux, on va dire, lorsque on est en live, en direct, c'est plus difficile. On essaye de faire au maximum, en tout cas dans les équipes. On sait qu'il y a des équipes maintenant de communication très très fortes. C'est hyper important parce que vu l'argent que mettent les sponsors, t'as pas envie de dérapage comme celle-ci, surtout un coureur qui normalement est l'avenir de ton équipe. Mais voilà, ça a un petit peu débordé, c'était très difficile à récupérer. Mais en attendant, on va être sur le terrain maintenant, on va se concentrer sur ce qui va se passer sur la route, parce qu'en gros, c'est simple sur le Tour de France, ton équipe elle va être coupée en deux, voilà, clairement, Jérémy. C'était déjà le problème avant la brouille. Oui, mais je veux dire, tu pouvais encore demander à certains coureurs de courir, etc. Mais là, tu sais qu'ils peuvent pas... Enfin, tu vois, ils peuvent pas se blairer. Donc ça alors, veut dire on sait pas ce qu'en pensent les coéquipiers respectifs. Oui, tu peux avoir des mecs qui s'entendent très bien avec l'un comme avec l'autre, qui seront aptes à les aider sur tous les terrains. Mais de base, et ça on en avait parlé dans un podcast précédent, pour moi, couper son équipe en deux pour le Tour de France, c'est à chaque fois une mauvaise idée. Ça a été tenté à de multiples reprises et j'ai pas de souvenir comme ça d'une équipe qui est parvenue à ses objectifs, à gagner à la fois, l'année dernière avec Van Aert, mais à gagner à la fois le maillot jaune. C'est pas une équipe lambda. Et le maillot vert. Arnaud Démarre, j'aime beaucoup. Oui, mais c'est pas Van Aert. Je suis pas sûr qu'il grimpe aussi bien que Van Aert. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu t'appelles Gaudu, quand tu t'appelles Démarre, t'as besoin de 7 équipiers à ton service pour accomplir ta mission. Gaudu, il vise le podium du Tour de France. Il y a déjà 2 places qui sont quasiment prises. Donc en fait, il vise le maillot jaune des autres. Si t'enlèves Vingegaard et Pogacar. Non, mais c'est très clairement ce qu'il vise. À partir de ce moment-là, tu dois avoir 3-4 coureurs pour la plaine, 2 ou 3 qui t'accompagnent dans les montées, dans les cols, et bénéficier d'une solide assise. Démarre, c'est un coureur qui a besoin d'un train. C'est pas le McEwen de l'époque qui se faufilait avec son petit gabarit. Non, Démarre, il gagne si il a un mec qui le dépose aux 2 km, au kilomètre, aux 500 mètres et à 150 mètres. Si tu rétrécis son champ d'action, si tu lui enlèves des coéquipiers, il sera moins efficace. Donc tu pourras pas mettre des coureurs à rouler derrière l'échappée matinale et avoir encore 4 mecs pour te lancer le sprint derrière. Donc tu t'affaiblis des deux côtés. Le problème, c'est que tu n'as pas voulu faire de choix. Certainement que le sponsor t'a dit « Ouais, on aimerait bien gagner les étapes, mais on aimerait bien être sur le podium aussi. » Comment on fait ? On emmène les deux. Tu fais des concessions, on verra en juillet. Moi, je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. Et il va falloir aussi... je sais pas, ça... je suis en train de la réfléchir. Il y a Mark Cavendish, quand il était chez Sky, par exemple, qui se mettait à la planche aussi pour Chris Froome et compagnie. Il en a fait qu'un, hein.
Il en a fait qu'un de tour avec Sky. Oui, mais donc il peut au moins donner un coup de main, notamment sur la... Non. Sur la plaine. Non, même pas. Non, il y a que Van Aert qui fait ça. Mais... Oui, mais Van Aert, il roule sur le plat, dans les montées, dans les descentes, dans les pavés. Il y a Pogacar dans les montées finales. Oui, moi, ça par contre, encore une fois, pour moi, ça reste le meilleur moment de l'année 2022. Rémi, par rapport à tout ça, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Est-ce que tiens, on peut enchaîner. Est-ce que la FDJ va devoir faire un choix entre Arnaud Démare et David Gaudu à l'avenir ? Même dès la fin de l'année, par exemple. Je vais chercher Est-ce que tu parles transfert ou tu parles... Parce que même si l'année prochaine, je sais pas, comme toi, où ils en sont niveau contrat, les deux, tu peux faire en sorte qu'ils s'évitent toute l'année. Fin de contrat pour Arnaud Démare en 2023. Bon, déjà, la réponse peut être trouvée à la fin de l'année. Après, est-ce que la FDJ a intérêt à se séparer d'Arnaud Démare ? Je ne suis pas sûr. Mais là, si jamais s'il voit que ça se passe mal, il dit bon, écoute, t'as vu ce qu'il a dit David Gaudu, le Tour de France, on a été coupé en deux, l'un ou l'autre, on n'a pas réussi. Voilà, au bout d'un moment, je m'entends pas avec le grand leader que tu as dans ton équipe qui vise le podium, voire plus du Tour de France. Après, et tu te dis je vais aller chez Arkea pour être un autre sprinter parce que comme il y en a 25, un de plus, voilà. Cette équipe de sprint. Là, il aura un train. C'est avec tous les wagons. Là, il y a pas de souci. Non. Après, si Arnaud Démare prend la décision de ne pas prolonger pour cette raison ou une autre, c'est son choix. Est-ce que la Groupama FDJ a intérêt à se séparer, à ne pas le prolonger à cause de ça ? Je ne suis pas sûr, parce que ça reste quand même un coureur qui gagne beaucoup d'étapes, beaucoup de courses. Il a 31 ans, donc il n'est pas terminé, Arnaud Démare. Il fait encore partie du top 10 du sprint. Après, si quelqu'un veut lui mettre un train dans une autre équipe, que ce soit étrangère ou une autre équipe française, pourquoi pas ? Ce serait bien aussi d'ailleurs de le voir partir. Maintenant, tu peux encore une fois garder les deux et faire en sorte qu'ils s'évitent toute l'année. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a assez de courses dans le calendrier pour que Gaudu et Démare ne se croisent pas à l'hôtel de janvier à décembre. Jérémy, c'est possible ? Non, je pense que ça passera forcément par le départ de l'un ou de l'autre. Après, de l'un ou l'autre, là, pour l'instant, en parlant de contrat, t'as plus de chances que ça soit Arnaud Démare, étant donné qu'il a fait un contrat en 2023. Je pense que David a eu un contrat. Oui, il a prolongé récemment, je crois. Il y a ce qui est faisable techniquement. Effectivement, Rémi a raison. Si tu veux ne pas croiser ton coéquipier, tu peux le faire. Et puis il y a ce que tu ressens personnellement. Il a peut-être pas envie de repartir pour 2 ou 3 ans avec des mecs qui ne l'apprécient pas, avec une atmosphère pesante, parce qu'il peut aussi, on disait, il peut y avoir des coéquipiers qui apprécient les deux, mais il peut aussi y avoir des clans, et c'est rarement très appréciable de bosser avec des mecs qui ne t'apprécient pas. Et vous parliez aussi de chacun de son côté toute une saison. Oui, mais peut-être qu'Arnaud Démare a envie de faire des courses que David. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est qu'après ça va se jouer aussi au niveau personnel. C'est pour ça que je te dis que moi, si je suis Arnaud Démare, je pense que j'ai pas forcément trop envie de m'éterniser, mais après ça dépendra aussi des opportunités, des propositions, des contrats, de ce qu'il fera cette saison. De cette saison aussi. S'il claque 2 étapes sur le Tour ou s'il gagne Tour du Limousin. Ouais, deux pauvres étapes sur des classes 1, ça sera pas la même chose. Donc voilà. Ça veut dire que en une année, la Groupama FDJ peut perdre Arnaud Démare et Thibaut Pinot. Ça fait une belle page. Oui, mais bon, il y a une belle relève qui arrive. Moi, je suis pas inquiet pour cette équipe. On l'avait déjà abordé au moment de la présentation du mercato. La Conti travaille bien. Ouais. La relève est prête. On le sera bientôt. La transi est parfaite. La relève est prête parce que on a un coureur donc qui s'est montré qui est très jeune dernièrement. David Gaudu, donc on en parlait, 7e du général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, remporté donc par Kevin Vauquelin, le coureur d'Arkea à Samsic. C'est le Français le plus en vue en ce début de saison. Un des Français, me dit Jérémy. Bah oui, parce que Coquard a quand même gagné une étape du World Tour. Oui, mais alors si tu penses au numéro 1 français de ce début de saison, est-ce que c'est pas mon Kevin ? Je le dis que mon Kevin parce qu'on l'a invité ici. Oui, de toute façon, tous ceux qui viennent là gagnent. Tous ceux qui viennent ici. Oui. Dans les faits, c'est vrai qu'il est très en vue. Maintenant, si tu prends froidement les résultats et que tu les analyses, moi, je préfère 1000 fois gagner une étape du World Tour que gagner des courses par étape. Même avec ce niveau-là, parce que maintenant, World Tour, ça veut plus dire grand-chose. Si, ça veut dire quand même. Mais t'as vu le peloton à chaque fois sur les courses comme ça, par exemple ? Ouais. Non, mais d'accord, j'ai vu le peloton, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont en reprise. Là, il y en avait un petit peu partout, il y en avait au Portugal, il y en avait en Andalousie. Le peloton français, effectivement, le gratin français était réuni dans le Var, mais sans rien enlever à ce qu'a fait Vauquelin. Oui, je pense que ce qu'a fait Coquard est plus fort, mais on n'est pas là non plus pour les classer. Les deux ont réalisé un super début de saison et c'est très prometteur pour Vauquelin. Mais Coquard, je rappelle quand même qu'il gagne avec la manière.
Il gagne pas d'une demi-euro en ayant Ah oui. sucé la roue jusqu'à. Non, On non, il dirait gagne, il a Ethan flingué et Vernon, boum. Hein. On dirait Ethan Vernon Ouais, sur, voilà. sur Les le tour autres, de les Rwanda. autres, c'est des Je sais pas si cadets, t'as quoi. vu hier, c'était incroyable ce sprint. Il a fait il s'est levé les pédales, il a fait 3 tours de roue. En même temps, hop il là. est tout seul, hein, donc il n'y a pas d'autres sprinters. Ah bah non, c'est le deuxième. Alors, je suis désolé, Emilien Janière de Total Energy, je Ouais. ne le connais que très peu, donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher En- Ethan Vernon qui En parlant peut montrer de beaucoup gros choses. sprints, il y a Magnus Cort aussi qui nous a sorti Ouais, un truc alors de Magnus mutant Cort, là sur un un kilomètre. sprint de titan, ouais. incroyable. Non mais c'était quand même beau à voir. On avait un peu partout sur ces courses cette semaine, mais on y reviendra en attaque. En attendant, Kevin Vauquelin, donc qui confirme après sa 4e place du général de l'Étoile de Bessèges. Rémi, la question elle est là. On s'enflamme ou on s'enflamme pas? Bah, on peut pas s'enflammer après une 4e place à baisser. J'ai une victoire sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Surtout, on a vu ces dernières années que le Tour des Alpes-Maritimes et du Var était plus pentu et avec un plateau bien plus énervé. Hein. On a vu des Bernal, des Daniel Felipe Martinez, des Ivan Sosa, des Alaphilippe récemment. Bon, là, il bat en gros les meilleurs Français. Grosso modo, c'est propre, mais pas non plus sur un terrain qui était favorable à Gaudu et Bardet, pardon. Donc c'est une très belle victoire, c'est un très bon début de saison. J'attends confirmation sur des courses un peu plus importantes, notamment sur des courses d'une semaine, quoi. Des courses d'une semaine un peu plus dures. Je donne le palmarès donc du Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui a changé de nom plusieurs fois. On a eu du Laurent Jalabert dans les années 90-2000. On a eu du Philippe Gilbert, du Sylvain Chavanel, du David Erebellin, du Vauclair, du Thibaut Pinot, du Nairo Quintana dernièrement. Bon, ça va quoi, ça peut classer un homme. Bon, j'ai pas donné les Ben Non, Gastower, ça les ne peut- Carlos Betancourt et Jonathan Ternal Carlos quand même. et Nock, Leonardo incroyable. Bertagnoli, enfin tu vois les Non trucs. mais tu peux pas raisonner comme ça. Tu peux pas classer un homme en fonction du palmarès. À ce compte-là, Moi, tu je prends fais le ce que je palmarès veux, de ok. Tirreno, tu vas avoir du Petaki parce que c'était tout plat Oui. et puis dernièrement Van t'as Avermaet, Pogacar. Ouais, t'as Van Avermaet parce que l'étape de L'étape. montagne avait été annulée. Tu peux pas raisonner comme ça. Et Rémi a soulevé un point important. C'est vrai que le parcours ne présentait quand même que très peu de difficultés. C'est quasiment tous les jours arrivé groupé, sauf hier, mais c'est quasiment tous les jours arrivé en petit comité au sprint. T'as pas eu d'ascension casse-pattes. Non, mais sur l'étoile de Bessèges, au Mont-Bouquet, c'est lui qui a la meilleure ou une des meilleures Oui. ascensions parce qu'il sort du peloton, etc. D'accord, mais On a là quelques tu petites, viens de me faire le palmarès du Tour 0683. Alors, le palmarès de l'étoile de Bessèges, du coup. Il y a Jacques non. Michaud qui a gagné en 1980, je le salue. Ok, comme Jacques Michaud. Alors, Il nous écoute. non, mais tu parlais d'une course d'une semaine. Est-ce Oui. que en le voyant, parce qu'il a aussi montré auparavant qu'il était capable de grimper l'année dernière, notamment, on l'a vu faire de très belles places sur des endroits où ça montait. Est-ce que ça veut dire que c'est un coureur de grand tour ou c'est qu'un coureur d'une semaine? Ben, moi, je te pose la question. Je m'en fiche, je veux ça. Là, tu On va brûles appeler toutes Emmanuel tu brûles trop d'étapes. Ah. Déjà, Attends, parce qu'après, je vais La te- prochaine après, étape, j'ai d'autres trucs c'est à un te- tour d'une semaine World Tour avec les C'est meilleurs. Paris-Nice qui va arriver. Ouais, alors la Paris-Nice, prochaine. je l'exclus parce que le chrono par équipe, pour moi, va tout fausser. Il est trop, Non, mais il est trop vraiment. particulier. Il est trop particulier. C'est-à-dire que d'habitude, Paris-Nice, ça se joue à coup de petites secondes, sur des faut bordures en demander à début de Contador. semaine. Mm. Voilà. Et puis à la fin, dans le col d'Est, t'essayes de grappiller. T'as la journée du samedi en général qui te permet de faire un peu le tri. Là, clairement, on ne sait pas où on va. On va dans l'inconnu avec ce chrono par équipe qui peut potentiellement te créer des écarts monstres. Moi, Vauquelin, j'exclus pas qu'il puisse être à 3 minutes au soir du chrono par équipe. Et c'est pas pour autant que ça deviendra Il le. est très bon en chrono en plus. Oui, mais bon, là, il faut une grosse équipe Ah avec oui, toi. c'est clair. Mais c'est pas pour autant que d'un coup ça deviendra le coureur le plus nul du peloton s'il finit à 3 minutes. Donc Paris-Nice, je l'exclus. Par contre, oui, j'attends de le voir au niveau au-dessus avec une concurrence plus redoutable, mais il faudra pas non plus s'alarmer s'il a du mal à rentrer dans les top 10 quand il y a toute la clique des Pogacar, des Lambda là qu'on a vu, des Dan Felipe Martinez dont on va parler. Ouais. Ça, c'est un niveau au-dessus. Et puis, il ne faut pas s'enflammer non plus dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Ah, là, il a gagné le Tour des Alpes-Maritimes et du Nord, ça va devenir le giga crack. » Tout le monde n'est pas Evenepoel, tout le monde n'est pas Pogacar, tout le monde n'est pas Bernal et ne peut pas prétendre à gagner des grands tours à 22 ans. J'exclus pas qu'il puisse le faire. Mais laissons-lui le temps. Le nombre de coureurs qu'on a monté et qu'on continue de monter, les Martinez, les Grégoire, là j'entends les Belges dire Doli va gagner Milan-San Remo. Calmez-vous. Il peut gagner un jour, mais de là à en faire un giga favori, on se calme. Bon, alors. Vraiment. Je continue. Pied sur le ballon. Je continue avec. Donc, au même âge, Oui.
3 coureurs qui étaient présents à ses côtés d'ailleurs. David Gaudu, à 21 ans. Alors, c'était sa première année chez les pros. Il avait remporté le Tour de l'Avenir juste avant. Et après, il se relèvera au plus haut niveau en faisant deuxième du général du Tour de l'Ain un peu plus tard dans l'année. Gaudu n'a toujours pas remporté le classement général. 21 ans, ce qui n'est pas le cas de Kevin Vauquelin. Romain Bardet, 21 ans, encore amateur. Première victoire sur un classement général Tour de l'Ain, c'était en 2013, 23 ans. Le seul qui peut avoir une même comparaison avec Kevin Vauquelin pour l'instant sur le papier, Thibaut Pinot, deuxième année chez les pros. Il fait deuxième à la tout sûre sur le Dauphiné, vainqueur de la semaine cycliste lombarde à 21 ans. Voilà. Ouais, mais là, tu compares déjà des générations très différentes. Non, mais je te parle de nos meilleurs coureurs par étape. Oui, mais tu compares des coureurs qui sont arrivés à maturité plus tard. Aujourd'hui, tu as des jeunes qui explosent à 19, 20, 21 ans, mais rien ne te dit qu'à 30 ans, ils seront toujours dans le peloton. J'espère pas. Tu vois, un mec comme Pogacar, il est déjà à 51 victoires. Tu sais pas si à 27, 28 ans, il aura toujours la foi d'aller s'entraîner, de répéter les efforts. Peut-être que ce mec-là, dans 2-3 ans, il dira je ne m'amuse plus, j'ai tout gagné, je m'en vais. C'est pour ça que je dis. Non, mais alors, moi, encore une fois, je fais exprès pour. J'ai compris. Pour le podcast. Mais je veux dire, est-ce qu'on peut quand même un petit peu s'enflamouiller ? Parce que je me dis, regarde, Thibaut Pinot, à 21 ans, il avait même pas ça. Ouais. Mais voilà. Tu tombes dans tous les pièges. Il y a un piège qui est béant, il suffit de prendre à droite ou à gauche. Non, on va tout droit. Bam. Ah bah on s'enflamme. Bah enflamme-toi, puis on fera les comptes dans 2-3 ans. J'ai appris à conduire. J'ai appris à conduire avec Anthony Nicolas. Je sais que c'est le matin, mais quand même. 6h du matin. Ah bah oui, très tôt pour moi. Matinal pour Jérémy Sakin. Non, en plus, moi surtout, j'ai l'impression que c'est pas un aussi bon grimpeur que le sont les 3. Pour moi, il est plus puissant, il est meilleur en chrono que les 3. Je pense qu'il est moins bon grimpeur, donc je le vois mal rivaliser avec les plus grands grimpeurs sur des grosses courses par étapes que sont même rien que sur une semaine le Dauphiné ou un Tour du Pays Basque. Donc, en tout cas pour l'instant. Donc j'arrive pas à comparer par rapport à ce qu'ont fait Gaudu, Bardet et Pinot à cet âge-là. Parce que pour moi, il n'a pas exactement le même profil. Pour moi, il est un peu plus puncher que grimpeur. Bon. Je ne vais pas le comparer à Alaphilippe non plus. Même si à 21 ans, il n'avait pas gagné le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Faire la comparaison, j'ai oublié. Excuse-moi Rémi, tu m'as dit ça avant au niveau du punch. On va tous les pêcher là. Bon bref, je n'ai pas réussi à vous convaincre, j'ai l'impression. Non. Bon, bravo à Kevin Vauquelin, voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, alors, très belle victoire. Et il revient quand il veut. J'aurais voulu le réinviter, mais je me suis dit qu'on l'a fait l'année dernière. Et puis, oui, c'est assez récent. Et puis voilà, avec, je pense en ce moment, le prochain, pas mal sera de Alaphilippe quand Anthony oui, ça arrive. Il y aura Brian. Et ou Chris Froome d'ailleurs. Ah oui, Chris Froome aussi. Et je l'appelle toutes les semaines. Et Petaki, bientôt. C'est Giro dans 2 mois. Faut juste l'anniversaire de sa femme. Un mois avant et un mois après l'anniversaire de sa femme. C'est ça. On y va pour la suite. Ouais, vas-y. Jingle, on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une voix qui est familière. Alors, on commence donc parce qu'il y a eu plein de courses à côté. On était au Portugal, c'était bien. C'est Magnus qui a fait du sale sur le Tour de l'Algarve, c'est ça? Pas que. Entre autres. Oui, alors, ils étaient nombreux. Mais il y en avait de partout au début. C'est-à-dire que ça se flinguait. Il y avait des échappées avec vraiment que des gros coureurs. Il y a eu, je crois, une échappée avec Cort, Ghana, Pidcock. C'était du grand n'importe quoi. C'était beau, mais au final, c'est Koum qui gagne le chrono du Tour d'Algarve, pas le Tour d'Algarve évidemment. Est-ce que ça sent pas la grosse saison pour lui? Parce que là vraiment il sort une perf à quasi 50 à l'heure et il domine quand même du beau monde, et j'ai l'impression que Kung cette année c'est encore mieux que l'année dernière. En tout cas ça commence encore mieux que l'année dernière. Jérémy. Ça commence très fort. Alors avant de dire mieux que l'année dernière, rappelons quand même que l'année dernière il avait été monstrueux sur les classiques et qu'il avait perdu le titre de champion du monde de chrono en ayant pensé que ça y est c'était bon, qu'il allait le gagner, puis finalement bam, Tobias Foss qui sort de nulle part. Donc il va être revanchard. Je pense qu'il l'a déjà beaucoup dit, répété. Le titre de champion du monde du chrono, ce sera l'objectif numéro 1. Maintenant, c'est vrai que là, il part sur de très belles bases. On en parlera dans quelques instants, mais Filippo Ganna débute la saison comme il avait fini la précédente. Un petit peu moins souverain. Sur le tour, il était passé à côté des 2 chronos. Donc, il y a peut-être un créneau à prendre. Peut-être que Ganna va délaisser un petit peu l'exercice chronométré pour se consacrer à d'autres types d'épreuves. Donc, oui, moi, je l'attends évidemment sur les chronos, mais je l'attends aussi sur les classiques parce qu'il sera la principale menace de la Groupama, avec évidemment Valentin Madouas, dont on se rappelle qu'il était monté sur le podium du Ronde. Mais oui, une belle saison pour moi, ce serait évidemment gagner des chronos, essayer de nouveau d'être soit champion d'Europe, soit champion du monde, mais surtout briller sur les classiques. Ouais, c'est clair.
clair. On l'attend notamment McFly qui nous écoute, l'adore et aimerait bien le voir gagner sur Paris-Roubaix notamment. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il progresse chaque année, Stéphane Kung. Il se rapproche année après année. L'année dernière, il fait 2e de Paris-Roubaix. Donc. Non, si tu progresses. Alors, deuxième de Paris-Roubaix, c'était Van Aert. Ah, pardon. Parce que la deuxième place, c'est normalement, elle est pour Van Aert sur toutes les courses, faut le savoir. Petit coucou à Anthony Nicolas d'ailleurs. Non, mais Kung, t'y crois, toi, Rémi ? Ouais, j'y crois parce que on y croit tous, mais il a eu encore beaucoup. plus. Il a eu beaucoup de déceptions et à chaque fois, tu sens qu'il s'en sert comme motivation. Il est vraiment ultra motivé. Il arrive à sur les rebondir. classiques. C'est beau ce qu'il dit. Et tu sens que le mec, voilà, je dis, il progresse chaque année. Il se sert de cette motivation, de cette frustration, de ces déceptions pour encore passer des paliers. Il est en train de se rapprocher. Et par contre, oui, une saison réussie, je pense que ce serait briller sur les classiques plus que gagner des chronos par-ci par-là, même s'il gagne fortement sur l'Algarve. Le maillot arc-en-ciel serait pas mal aussi quand même. Je m'étouffais en prenant ma respiration. Victoire donc de Felipe Martinez devant Ghana, donc ce tour d'Algarve. Bon, Felipe 10e. Martinez, il est arrivé de nulle part, on ne l'attendait pas du tout. Il gagne parce qu'il fait un chrono exceptionnel. Mais Ghana, il nous a fait une grosse semaine quand même. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une Wiggins, Jérémy ? Oui, quand alors. je dis Wiggins, vous avez compris, c'est on a un mec compris l'idée. qui passait pas un point d'autoroute et qui commence à être de mieux en mieux en montagne. Je suis un peu sceptique par rapport au choix de carrière de Ghana. Quand je dis choix de carrière, je ne parle pas de son équipe, évidemment, je parle de son profil. Il était le numéro 1 du chrono. Et tu as des coureurs qui ont fait une carrière quasi que grâce à ça. Tu vois, un Michael Rogers a fait sa carrière grâce à ses facultés. Tony Martin, exactement dans la même verve. Il aurait pu insister là-dessus. Bon, il a déjà 2 titres de champion du monde. Il éprouve peut-être le besoin de faire autre chose, de voir autre chose. Il pense peut-être qu'il a fait le tour de la question. Et on sait que c'est un coureur qui est capable, lorsque on se retrouve dans des étapes un petit peu vallonnées, pas trop, de se lancer dans des beaux raids. On l'a déjà vu sur le Giro notamment. Il est capable d'autre chose. Il a de la variété dans son registre. Maintenant, le problème qui va se poser pour Filippo Ganna, c'est que sur tous les autres types de courses, tu as des coureurs qui règnent en maître. Sur les pavés, tu as du Van Aert, tu as du Van Der Poel qui sera très difficile de déloger. Sur les courses pour puncher, tu as du Evenepoel, tu as du Pogacar, tu as du Alaphilippe, tu auras peut-être même du Guilhermet. Sur les grands tours, pareil, bon courage pour aller chercher les Pogacar, Vingegaard et compagnie. Après, ouais. Donc, où briller et où retrouver ce statut de numéro 1 qu'il avait dans le chrono, pour moi, c'est l'énigme. Insoluble. Parce que là, il a tout fait. Il a sprinté. Alors, il fait des sprints. Il arrive à finir 2 3e de sprint avec du beau monde. Sur le Tour de San Luis, notamment, on l'a vu attaquer en montagne. Là encore, il essaie de suivre les meilleurs en montagne et tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce coureur peut gagner un jour un Paris-Roubaix, par exemple. J'exclus pas cette possibilité, surtout en jouant sur le surnombre d'Ineos, qui est quand même vraiment armé pour ce genre de classique. Mais ça passera par un coup d'éclat un jour. Ce sera jamais le grand favori au départ. Ça passera par des attaques à 50-60 km de l'arrivée et une victoire un petit peu à la Sagan en 2018. Il va falloir surprendre en fait, il va falloir se renouveler pour Filippo Ganna. Ganna, du coup, est-ce que c'est plus un Wiggins ou est-ce que c'est plus un Cancellara, voilà, moi, c'est ce à quoi je pensais, c'est un Tour de Suisse. C'est complètement une course que Ganna peut gagner sur un Tour de Suisse qui est un peu moins pentu éventuellement, où il y a un peu moins de Tony monde. Martin a dû gagner le Tony Paris-Nice Martin, de mémoire. Tony ouais. Martin est gagné en 2011, ouais. Voilà. Et Cancellara, Donc, effectivement, au Tour de Suisse. Après, par contre, s'il veut gagner son Tour national comme Cancellara, bon courage. Oui, là, Parce que là, c'est plus la même histoire. Mais par contre, je pense que oui, il a la caisse pour aller gagner une grosse classique comme ça. Alors, je suis d'accord avec toi, Jérém, il faut des conditions. Ouais, il faut. C'est un coup d'éclat, mais voilà, on sait que sur 60 bornes, le mec peut être irrattrapable. Donc, sur un bon jour, avec un peu de réussite, ça peut complètement passer. Sur un tour d'une semaine, comme le Tour de Suisse, même un Paris-Nice, un Paris-Nice complètement. Paris-Nice avec le chrono là qui. Il peut mettre 5 minutes à tout le monde tout seul. C'est vrai que ça peut être particulier. Avant de passer, parce qu'on ne parle pas de l'Espagne, évidemment, parce que on en parlera juste après avec un coureur qui a été plutôt pas mal. Tu as regardé le cyclisme féminin dernièrement, oui, les résultats. bien sûr. Justine Guéquière là, qui remporte la. Alors, je vais te dire un truc. C'est incroyable. Hein. Quand j'ai vu le résultat moi hier, aussi. je me suis dit. Mais comment Ashley Moolman a-t-elle pu se faire avoir ? En fait, CAG Insurance NXTG, c'est la même team, donc doublé de l'équipe de Patrick Lefebvre. Rentrée timide quand même devant Vleuten. Ouais, c'est vrai. Elle est là. Elle a été battue. Elle est présente, mais elle est battue dans la lignée du Tour de Romandie, la dernière course par étape de la saison dernière. Où Moolman s'était imposé. Et
Et si la surprise de cette année n'était pas Ashley Moolman. Là, elle a joué le rôle d'équipière, ils ont parfaitement manœuvré. Mais je pense que c'est elle qui sort la grande gagnante de cette semaine-là. Après, Van Vleuten, on la connaît, elle va monter en puissance, les classiques arrivent et on aura largement le temps de modifier notre jugement, de le faire évoluer du moins. Et AG Insurance, Soudal, Quickstep, ça devient une grosse équipe parce que c'est vrai qu'on les Alors, connaît, on connaît nous les SD Works, les UAE par exemple, Movistar, etc. Mais le recrutement de Moolman change totalement les ambitions de cette équipe. Il y a une jeune pépite néo-zélandaise qui s'appelle Ali Wollaston qui a beaucoup gagné aussi en début de saison sur des critériums. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais qui avait gagné le Grand Prix du Morbihan l'an passé en battant Guazzini et Grace Brown, qui est hyper prometteuse. Donc c'est une équipe qui est vraiment sérieuse. L'an passé, tu avais Julia Borgström qui avait porté une journée le maillot blanc. Donc petit à petit, ouais, c'est une équipe qui se professionnalise. Le Fever qui, il y a 2-3 ans, disait jamais de la vie, je mettrais de l'argent dans une équipe féminine. Il a peut-être senti qu'il fallait changer son fusil d'épaule. Et... Non, l'arrivée de Moolman, bien sûr, modifie toutes les ambitions de cette formation. Ouais. Ouais, en tout cas, le Fever, il a toujours le nez. Hein. Enfin, sauf pour les coureurs par étapes pendant très longtemps, mais sinon. C'est-à-dire que le Fever, il faut quand même lui reconnaître quelque chose. Il parle beaucoup trop. Il parle en général très mal. Ouais, surtout. Mais au niveau du palmarès. Il y en a quand même pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville. Hein. Ouais, notamment sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ouais, justement, on a vu les parcours de cette année. Bon, en fait, j'en parlais juste vite fait, mais c'est quasiment la même chose que l'année dernière. J'espère que vous les avez bossé parce que le quiz, ce sera sur les monts du Tour des Flandres. Ah là, c'est terrible. Je sais que ça vous plaît. Non, ça c'était un super souvenir. J'ai vu qu'il y a juste un changement de secteur à Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres, c'est à peu près la même chose aussi. Enfin, voilà. Je t'avoue que je les ai pas regardés. Il y a rien de fou furieux. Je fais un peu l'autruche parce qu'Anthony Nicolas est déterminé à m'amener sur le challenge Paris-Roubaix. Ouais, oui, et j'ai pas touché mon vélo depuis 3 ans. Donc j'essaie d'esquiver un petit peu les discussions. Je sais pas. Peut-être qu'il me faudra des roulettes. Parce que moi aussi, c'est compliqué. Bah, ce qui est sûr, c'est que par contre, moi, je ne joue pas au lancer de bidon dans les ascensions. Ça, c'est la principale différence avec Monsieur Si t'aimes pas te donner des petits challenges. Après, étant donné qu'on le pulvérise au quiz, j'ai pas envie qu'il nous pulvérise sur le vélo. Tu vois, faut que ça reste un petit peu comme ça. Ah, mais il est déter, votre ami Anthony Nicolas, je vous le dis. Bon, tant que ça. Il y a quelqu'un qui est déter aussi. Les transitions, bam, bam. Ah ouais, il y a quelqu'un qui est déter. Tadej Pogacar. Oui, un peu. On parle tout de suite. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Le sprint final donc est la dernière ligne droite où pour l'instant le premier à la passer cette ligne finale, c'est souvent Tadej Pogacar. 3 premiers jours de course, 3 victoires, 5 victoires en 6 jours de course. C'est quoi ce début de saison, Jérémy, pour Tadej Pogacar? C'est quoi? Je sais pas. Insensé. Il faut quand même préciser une chose importante, c'est que sur les 2 étapes où il ne gagne pas, la première c'est parce qu'il y a Tim Wellens devant, son coéquipier, qui gagne à son tour, donc nouvelle victoire pour le team Emirates, et Pogacar derrière règle le peloton, j'allais dire les doigts dans le nez, mais c'était même pas les doigts dans le nez, c'était les mains en l'air. Et sur le dernier jour, il se transforme en poisson pilote pour Covey, qui fait 2 derrière Fraile. Oui, j'ai vu ça, c'était incroyable. Mais en fait, Pogacar, il a fait un petit peu ce qu'il voulait, il s'est rendu compte qu'il pouvait tout gagner, il s'est dit je vais quand même un peu partager, on ne sait jamais, donner des fois des petits morceaux de sucre à tes coéquipiers, ça peut être un moyen de te les mettre dans la poche. Je pense que c'est un garçon qui s'amuse. S'il avait voulu, il aurait gagné les 5 étapes. Ça, je te le dis, il aurait gagné les 5 étapes sans problème. Parce que même, il y a T. Williams qui en gagne une aussi. Voilà, mais Wellens gagne parce qu'il est dans l'échappée. Bah oui. Et voilà, mais Pogacar est au-dessus du lot. Alors après, Vingegaard n'était pas là, Roglic n'était pas là, Evenepoel n'était pas là. Et on sait qu'à part les 3 que je viens de citer, personne à la pédale ne peut battre Pogacar. Enric Mas, c'est quand même Enric Mas en fin de saison. Ouais, Enric Mas, c'est son meilleur challenger pour rester dans la roue. On l'a tweeté d'ailleurs. Exactement, c'est le meilleur chewing-gum. C'est le sparadrap. Mais il te passera jamais devant. Donc ouais, tu peux l'emmener. Je l'ai tweeté sur nos réseaux là. En fait, je pense qu'il connaît la roue, les fesses, c'est le dos de Pogacar par cœur. Parce que absolument par cœur. Et surtout en plus Espagne, c'était incroyable. Et j'ai pas envie de mettre ça, mais je me suis dit peut-être un peu poussé. Mais bon, ici on peut tout dire. Alors je ne cautionne absolument pas cette blague. Ça va. Non mais Enric Mas il m'a fait tellement rire, je dis le pauvre en plus, et il s'accroche et dans les 100 derniers mètres c'est terminé. Ouais, sur la deuxième étape c'est ça, il y a mais Enric Mas c'est content. Enric Mas a réussi sa semaine puisque Landa n'a pas gagné donc. c'est vrai qu'il a fini devant lui. Non mais Rémi, tu as vu comme moi ce début de saison de Pogacar. Alors, on avait quand même rarement vu. Alors encore une fois, la mémoire d'homme, le sage est pour Jérémy. Rarement vu quelqu'un qui a dominé autant ses premiers jours de course. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que normalement, en fait, t'as toujours un rodage. Depuis 3-4 ans, le calendrier cycliste est complètement bouleversé. Les courses cyclistes sont complètement bouleversées. Avant, les leaders, quand tu les voyais rentrer, ils rentraient tranquillement, machin. Ils
il faisait pas de vagues, il faisait juste leur jour de course. Si jamais ça finissait en haut, éventuellement, il se mêlait à la bagarre, mais sans vraiment chercher à gagner à tout prix. Et puis monter en puissance pour leurs gros objectifs, que ce soit des classiques ou des grands tours. Là maintenant, les mecs, et ça vaut pour Van Aert, ça vaut pour Van Der Poel, Evenepoel aussi, ils s'en foutent. En fait, dès le premier jour de course, le but c'est gagner. Ouais. Et Jérém le dit, Pogacar il s'amuse de toute façon, donc il ça il s'amuse. Hein. Et puis ouais, ça marche. Le mec il a pas l'air de se prendre trop la tronche et il gagne beaucoup, il gagne facilement En tout cas, il a pas besoin de jouer stratégie avec les coureurs, c'est-à-dire il arrive, il se fout devant, il fait bon allez, j'y vais, je me retourne un peu, Henrik Mas a craqué, allez merci, bonsoir. C'était un peu le résumé de chaque victoire de Pogacar. Donc C'est ça, il est juste au-dessus. Hein. Rodriguez, Landa, Mas, toute l'Espagne là, était derrière lui, c'est bien. Elle reste derrière, quoi. Ouais, pour l'instant, derrière. Bon, alors, il y a une question qu'on va se poser parce que, souvenez-vous, l'année dernière, il a quand même été battu sur le Tour de France par Vingegaard. On lui a notamment reproché d'être trop fort, trop tôt ou d'avoir trop donné tout au long de la saison. Est-ce qu'il est pas reparti pour une nouvelle année où il a encore trop donné au mauvais moment, Jérémy ? Le problème de Pogacar, c'est qu'il ne fait pas de choix. Il veut tout gagner. Oui. Il a énormément à gagner sur les classiques parce que moi je suis convaincu qu'il peut gagner les 5 monuments. Ah bah ça. Pas la même année, hein. J'entends peut-être même pas cette année, mais même sur Paris-Roubaix, je suis convaincu qu'un jour il tentera. Mais le problème c'est qu'à force de courir tous les lièvres, tu peux te disperser, tu peux tout perdre. Parce que tu as beaucoup à gagner. Oui, tu gagnes un monument, tu gagnes le Tour des Flandres. C'est quand même un sacré coup, quoi. Un vainqueur du Tour de France qui gagne 1 ou 2 ans après le Tour des Flandres, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire récente du vélo. Le problème, c'est que sur ces courses-là, tu peux tomber, tu peux te fracasser par terre, tu peux aussi laisser beaucoup de plumes. Moi, j'exclus pas que sa défaite l'an passé en juillet soit aussi due en partie à sa grosse campagne de classique. parce que lui, il sera à l'Austradé, il sera là à Milan-San Remo. Entre-temps, il y aura eu peut-être Paris-Nice, tu vas le retrouver sur le Tour des Flandres. Alors il sera peut-être pas là à Roubaix, mais tu le reverras très certainement sur Liège. Donc lui il s'embarrasse pas des calendriers. Il veut gagner partout, tout le temps, peu importe les courbes de forme. Alors le Tour de Slovénie aussi, évidemment. Non mais tu vois, ça diffère par rapport aux préparations qu'on a connues sur les 15-20 dernières années, où tu avais toujours un calendrier type pour le futur vainqueur du Tour. Un premier pic de forme aux alentours de Paris-Nice, ou de Tirreno, mais c'était surtout Paris-Nice à l'époque. Ensuite, quelques coursettes un petit peu moins importantes où certains poussaient peut-être aller jusqu'au Tour de Catalogne qui reste sur le Tour. Et puis tu les revoyais pas avant le Dauphiné, éventuellement un championnat national et encore beaucoup faisaient l'impasse. Et puis derrière, bam, tu reprenais Tour de France pour être à 100% aux alentours du 10-15 juillet. Pogacar, son pic de forme, c'est comme Valverde, c'est comme Van Aert, c'est quand même difficile de l'identifier puisque tu dois être là quasiment de février jusqu'à octobre, puisqu'il gagne encore le Tour de Lombardie. Tu vois, Henrik Mas se rappelle encore. Donc à force de courir tous les lièvres, tu peux laisser un peu d'énergie et Vingegaard, lui, tu le vois moins. Hein. Rappelle-toi de sa saison l'an passé, il fait 2 du Dauphiné en roulant pour Roglic. Donc ça veut dire en étant quand même quasiment sans pression, hein. Il faisait son boulot de lieutenant, mais derrière le soir t'avais pas le protocole, les interviews, les machins, personne l'emmerdait. Il s'est retrouvé sur le Tour, il a gagné, et puis il a repris tranquillement au Luxembourg. Il a fait une fin de saison quasi anonyme sur le Tour de Lombardie, etc. Voilà, sauf qu'à la fin de la saison il a gagné le Tour. Et pour moi, Pogacar prend encore une fois un risque. Est-ce que je lui tire la pierre, je jette la pierre? Non, jamais je tirerai sur un coureur qui veut venir mettre un petit peu le bordel sur les classiques au milieu des Van Aert, des Van Der Poel, des Guilhermet, des Alaphilippe. Moi, je suis content. Les classiques sont mes courses préférées. Donc voir Pogacar et voir Van Der Poel, Van Aert se battre, pour moi, c'est un peu le rêve. Maintenant, sur le Tour, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée pour te préparer pour juillet. Ça reste un gamin sur un vélo. Ouais, complètement. Que 24 ans encore. Vingegaard qui devrait reprendre normalement, si son calendrier est bon, au Grand Camino en Espagne, donc dans quelques jours. Et puis ensuite, ça sera à Paris-Nice. Voilà. Et pour le Danois, vainqueur sortant du Tour de France. Alors, Rémi, est-ce que toi aussi tu as peur pour Tadej Pogacar cette saison? Est-ce que tu aimerais qu'il freine un peu? Non. Freine un disque. Hein. Non, c'est Nicole qui doit freiner. Vas-y, enchaîne. On l'embrasse, évidemment. On l'embrasse. Non, pas spécialement. Oui, je crois pas. Non, moi j'aime bien non, cette façon aussi, de faire. Pareil. Il gagne de février à octobre hein, depuis 2-3 ans, donc pour l'instant, tu peux pas lui dire de freiner. Alors je suis d'accord que son gros objectif reste et restera le Tour de France. En tout cas, tant qu'il décidera de s'aligner dessus, parce que
il va essayer un jour C'est sûr. d'aller chercher le Giro et la Vuelta, C'est c'est sûr. évident, parce Ah que bah. c'est le sens de l'histoire. Voir les 3 la même année. Non, Comme il est là- fou. Quoi? Non. Tu peux le faire sur PCM. Non, je pense que même sur PCM, ça y est. Cyanide a compris que c'était C'est vrai que j'ai irréaliste. j'ai C'est pas réussi, sponsor, j'ai hein. pas réussi. Oui, mais on en parle souvent. Mais Le ah, genre, si. Cross Team le genre. Cross Team le genre. Si vous voulez évidemment mettre un petit chèque, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est souvent cité. Mais du coup, non, toi, Non, tu veux moi, le voir je partout. veux le voir partout, éclater c'est bien. partout. Puis quitte à qu'il perde un Tour de France ou bon. Ouais, oui, non, mais c'est ça. Alors, on avait fait, on s'était posé la question, est-ce que c'était lui le coureur de l'année ou Evenepoel en fin de saison dernière? Remco était devant parce que regarde ce qu'il avait gagné, c'était au-dessus comparé à Pogačar qui avait plus de victoires. Mais tu peux pas empêcher un mec comme ça de gagner 15-20 courses comme ça dans la saison. Il en gagne des belles en plus, des très belles. Donc oui, encore une fois, le Tour doit être son objectif et il doit le gagner pour réussir sa saison, on va dire, pour que sa saison soit vraiment réussie. Mais elle sera pas ratée s'il rate le Tour et qu'il gagne un monument. Mais je vais te dire Alors, même plus. l'année dernière, t'as dit, je me souviens Oui. pour Pogačar, t'as dit sa saison, même s'il a gagné beaucoup, il a raté parce que son objectif numéro 1 c'était le Tour de France. Voilà. Mais complètement. Parce qu'il avait cette image de coureur invincible. Et il a été vaincu. Donc forcément, l'image est un petit peu écornée. Maintenant, Rémi a totalement raison. Mets-toi dans un scénario où Pogačar, cette année, il gagne San Remo et les Flandres. Et il perd le Tour. Sa saison sera-t-elle réussie ou pas? Ouais, il va en prendre 2-3 étapes quand même sur le Tour de France, histoire Oui, de. peu importe. en plus, Même oui. s'il abandonne dès la deuxième étape. À partir du moment où tu as gagné des courses historiques que tu n'avais pas à ton palmarès et que tu viens compléter une immense razzia, que tu viens étoffer encore un peu plus ton panel, pour moi, la saison, elle sera réussie. Maintenant, c'est vrai que le Tour de France a une telle place dans le calendrier cycliste pour le grand public que tu étais obligé d'y aller, en tout cas pour l'instant. Je pense qu'il a envie d'aller chercher peut-être le record de 5 victoires sur le Tour, mais il ira sur le Giro et sur la Vuelta. Mais je vais quand même édulcorer un peu mon propos. C'est vrai que s'il gagne des courses qu'il n'a jamais gagnées, qu'il étoffe son palmarès de cette façon-là, tu seras obligé de considérer que ce ne sera pas une saison manquée. Alors de là à en faire le meilleur coureur du monde à la fin de la saison, ça dépendra de ce qu'auront fait Oui, les autres. voilà, Mais s'il gagne Liège et qu'il gagne la Lombardie, ce sera pas anecdotique, mais tu auras le sentiment du déjà vu. S'il va te taper San Remo en solitaire et qu'il bat Van Der Poel Van Aert sur le Tour des Flandres, tu risques de t'en rappeler un moment quand Ah même. bah ça oui, ça c'est sûr. Bah, en tout cas, Mais- il mais- est largement capable. tant de qu'il le n'aura faire. pas gagné Paris-Chauny. Ouais, Paris-Chauny, c'est plus compliqué. Je pense que ça sera plutôt pour une fin de carrière à la fin pour Ouais, voir s'il peut frotter avec vraiment les Et meilleurs. puis je pense que là, la préparation d'Anthony Nicolas va lui redonner goût à l'effort et il pourrait se réaligner dans les années futures. Ah, je pense, j'espère. En attendant, pour Pogačar, on est à 51, donc il a dépassé les 50 victoires à C'est pas seulement mal. 24 ans, mieux Ouais. que Cavendish. Bon, il y a plusieurs coureurs, mais je crois que c'est Freddy Martens, Mais Sagan pour et Merckx un non-sprinter, qui ont fait mieux. c'est ça. sensationnel. hein. Ouais. Parce que là, tu donnes que des noms de Et- sprinters. hein. Et donne ta stat sur Valverde, par exemple. Oui, Valverde, il Tu avait, l'as plus il avait Ah, c'est qui réalisé l'a ça donné Ah, c'est toi. à 28 ans passés, 28 ans Ouais. et plusieurs mois. Ouais, Il finit à 133, donc déjà, c'est dire la fin de carrière de Valverde, évidemment. Mais bon, Mais surtout, ça veut dire que Valverde a quand même une longévité que n'aura probablement pas Pogačar Ouais, aussi. hein. Oui. Ouais, je pense aussi, mais c'est, enfin, je trouve ça fou, surtout de ce type de coureur-là, d'être à C'est ce ça. niveau-là, parce que devant lui, donc c'est Merckx et Martens, donc Martens qui est quand même un mec classique sprinter qui gagnait beaucoup, Merckx, bon, on n'en parle pas, c'est le Extraterrestre. cannibale, le premier cannibale en tout cas, et Peter Sagan qui a été aussi très tôt, qui a gagné aussi un petit peu partout, mais voilà, le mec c'est un coureur de grand tour qui est en train de... Ouais, et puis surtout à une période où chaque type de course voit s'exprimer un ou deux cracks. Tu étais dans une période où pour gagner des grandes courses, il faut être monstrueux parce que tu as Evenepoel, tu as Roglic, tu as Van Der Poel, tu as Van Aert, tu as eu Alaphilippe, tu as eu Sagan il y a quelques années. C'est presque l'âge d'or du cyclisme moderne. Donc c'est à l'époque de Merckx, bon, j'y étais pas, hein, mais je suis pas sûr que tu avais cette concurrence-là. Je pense que c'était quand même un peu moins contraignant d'aller chercher de grandes victoires. Là, ce que fait Pogačar, ouais, c'est monstrueux. Ouais, on pourrait voir, j'espère, un jour ce quatuor-là. Et Remco, Pogačar, Van Aert et Mathieu Van Der Poel se battent pour une classique. Je pense qu'ils sont... Un Liège. Bastogne-Liège. Un Liège. Liège, je pensais à Amstel un peu moins. tu Ouais, vois, mais parce l'Amstel, le problème, c'est c'est que pour t'en as Mathieu, déjà c'est deux qui Mathieu. l'ont gagné. Et qui, à mon avis, Mathieu et Wout vont quand Oui. même moins y aller parce qu'ils l'ont Il déjà a eu. gagné, Wout C'est Pidcock, Alors, non c'est Pidcock C'est qui Pidcock qui gagne. gagne, on est d'accord. Ouais, ça dépend. Ça dépend si t'es néerlandais. ou si-
Non, mais tu vois ce que je veux me- dire. Je pense qu'un Liège, même si là Pogacar et Remco l'ont déjà eu, ils y reviendront parce que c'est un monument. Je pense que c'est la course qui correspond le mieux aux capacités des quatre. J'allais te rajouter l'Estradé, mais Evenepoel sur les chemins non goudronnés, j'ai jamais vraiment été conquis. Ouais. Par contre, au sprint, Remco, là, Ah oui, alors, il- par il- Ouais, il- mais trois bon, autres. là, tu te retrouves un jour avec les 4 dans le final d'une classique, tu peux être sûr que Remco, il va pas penser au sprint. Ah oui. Il va en foutre de partout. Tu vas avoir un coup Van Der Poel qui va y aller, qui va contrer. Enfin, comme tu as quand même affaire à 4 gros débiles qui courent un peu comme ils ont envie, tu peux avoir des trucs un peu fous. Ça, on l'a vu notamment au cyclocross Ouais, dernièrement. au cyclocross, pour on a vu Van Der Poel des et trucs assez oui, fous. c'est Ouais. complètement dingue. Qu'est-ce qu'il a à conquérir cette saison? C'était une question. J'adore ta réponse. Vas-y, tu peux la donner. Je hein. me rappelle plus ce que j'ai mis. Je ne suis pas Madame Soleil. Ok, passons. Non, mais on t'en a parlé avant, Milan-San Remo par exemple, des trucs. Bah comme oui, ça pour, je pense que lui a envie de gagner des courses qu'il n'a encore Ouais. pas gagnées. Je crois que c'était Cancellara à l'époque qui en parlait très bien. Il aurait préféré gagner d'autres courses un énième Tour des Flandres, un énième Paris-Roubaix. Et je pense que Pogacar est un peu dans cet état d'esprit-là. À mon avis, dans un coin de sa tête, il y a les 3 grands tours et les 5 monuments. Et ça, il y a qu'Eddy Merckx qui l'a fait. Donc, ouais, il a envie de marquer l'histoire du vélo, il a envie de se faire plaisir, il a envie d'aller voir d'autres types de terrains. Et attention, Paris-Roubaix, un jour, il y viendra, j'en suis persuadé. Et ce jour-là arrivera peut-être plus tôt que ce qu'on s'imagine. Alors, dernière question, donc pour cette partie sur Pogacar, est-ce qu'il peut terminer cette saison invincible? Je dis invincible, évidemment, pas gagner toutes les courses et tous les jours de course, mais ses objectifs, voilà, les courses par étapes où il est aligné, il les remporte, les classiques. Je vais te répondre très simplement, il a tellement d'objectifs et tellement l'envie de tout gagner qu'il ne peut pas le faire. Il y a forcément des classiques où il sera battu, et je pense même que là, je t'ai dit, il peut peut-être gagner San Remo Tour des Flandres. Moi, je pense qu'il gagnera pas. Si tu me demandes un pronostic, je pense qu'il gagnera pas, qu'il y a des coureurs qui sont trop spécialisés. Milan-San Remo, cette année, tu as l'impression qu'il y a 50 favoris. Et pour que Pogacar puisse gagner, il faut qu'il sorte au bon moment, qu'il soit pas pointé par tel ou tel. Et on sait que tout le monde sera sur son Parce que porte-bagages. souvent, c'est un mec dont C'est tu as difficile. oublié le nom Mais oui. qui se bat. Regarde l'an passé le scénario. Stuyven, Tu t'attendais à ce que Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, Alaphilippe se mettent des grosses banderilles dans la Cipressa dans le Poggio, ce qui s'est plus ou moins passé, mais Stuyven, Mohoric, c'est sorti dans la descente. Ouais. Aucun des deux n'était en tête à la cabine. Donc si tu veux, quand tu t'appelles Pogacar, mais c'est pareil, quand tu t'appelles Van Aert, c'est pour gagner, il faut non seulement être le plus fort, et puis profiter de circonstances de course qui te sont favorables. Sur le Tour des Flandres, c'est différent. T'as un nombre de difficultés récurrents, tu uses tes adversaires. L'an passé, Pogacar, il est à ça de sortir Van Der Poel. Cette année, il peut, pourquoi pas, gagner le Tour des Flandres. Mais bon, il n'y avait pas Van Aert, là c'était Van Aert, bon, ça te rajoute un mec. Mais il va forcément en perdre des classiques. Il va forcément passer à côté d'objectifs. Sur les courses par étapes, c'est déjà moins sûr, parce que c'est moins soumis à la variance. Rémi. Course par étape, il en a mené 17, il en a gagné 16. La seule qu'il n'a pas gagné, c'est le Tour Le Tour de l'an 2022. passé, ouais. Donc, ouais, sur les courses par étapes, il est quasiment invincible. Donc, ça va être difficile. Après, À condition qu'il ne lui arrive rien sur les classiques. Parce qu'à Évidemment. force de courir tous les lièvres, Ouais. tu peux aussi te péter. S'il se fait la clavicule sur Paris-Roubaix et qu'il revient le 15 juin, je te garantis pas qu'il puisse gagner le Tour. sur la dernière étape de la Ruta del Sol, il finit à 5 secondes du vainqueur Fraile, quand même. Ouais. Donc, il a été lâché. Faut dur, hein. En lançant Covid quand même, mais bon, après une clavicule, tu sais que tu peux faire top 5 facile d'un Tour de France. Ouais. Ouais, avec les Avec deux, une en clave plus, au sang moins. tu fais gagner. podium. Tu peux gagner une étape avec la CSC. Oui, bah voilà, donc tu peux tout faire avec Tadej Pogacar. Et donc les clavicules en moins. C'est parti pour le quiz. Oui, mais Alors- vous êtes que deux. Il y a quoi? Il y a Anthony. Je sais pas, il m'a Il a envoyé quelque une chose. vidéo, Ouais, mais- ouais, on va l'écouter en direct. Bah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Connaissant Non, Anthony, ouais, ça peut Eh ben, on va être, ça écouter peut être quand graveleux. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est. moi, si j'étais toi, j'écouterais pas en direct. Mais bon, après. Ah, c'est parti. Mais je vous écoute. Bon, ça va, on s'attendait à pire. Mais voilà, donc Anthony il vous a répondu, ne sera pas là pour le quiz, c'est bien dommage. Excusez-moi, mais pourquoi cet accent? Pourquoi ce. Enfin, des fois, je comprends pas. Non, mais là, j'ai pas compris. Peut-être qu'il revenait de l'Allemagne, je sais Bon, pas. non, je ne pense pas. Ah, moi non plus. Bon, voilà, désolé. Bref, je donc vous sais êtes que deux, c'est ça l'histoire? Bah alors, je regarde si jamais il y a des gens qui peuvent venir sur Discord si jamais, mais comme nous sommes le matin très tôt à Très 7h tôt. du Bah, mat. moi, j'ai un peu les yeux qui piquent en plus là. Bah ouais, du coup, Sortie de je Julie suis un pas peu, sûr qu'il y ait du monde, surtout manière que précoce. si c'est pour avoir Hugo, ça sert Ah bah, à rien. Hugo, il va on vous peut, rouler on peut dessus, enchaîner. là. Allez, c'est bon, on va le faire tous les deux. Allez. Ce quiz.
Donc, Quiz facile aujourd'hui. quiz facile. Ouais, quiz facile. Je pense un des plus faciles qu'on ait pu faire récemment. On parlait beaucoup de Tadej Pogačar, donc je me suis intéressé à quelques-unes de ses 51 victoires. On va remonter le temps, on va partir de la première pour arriver progressivement jusqu'aux dernières. 8 questions, il y en a un petit peu moins que d'habitude, mais il y a certaines questions où vous avez la possibilité de marquer plusieurs points, donc ça va équilibrer un petit peu les comptes. Pour la première et puis pour la deuxième, une possibilité de réponse par personne. Vous connaissez le principe. Alors, Pogačar conquiert sa première victoire sur une étape du Tour d'Algarve en 2019. Ok. Je vais vous demander de retrouver le coureur qu'il devance sur cette étape. C'est un Néerlandais, à l'époque au Team Sky, ancien vainqueur d'un monument et qui évolue aujourd'hui à la Bahreïn. Chatowski. Ah non, Non. pas qui évolue aujourd'hui la Bahreïn. Non, tu ne peux plus jouer. Tu ne peux plus Ah jouer. mince, oui, Wood oui, Poels. trop Vite. Wood Poels. Oh oui, c'est bon. Bah oui, Ah, mais je suis- il faut écouter les règles. Ah monsieur. oui, mais j'ai été gourmand, voilà. Même principe sur la deuxième, hein, une seule possibilité En de, plus, de t'as dit réponse. néerlandais. Oui, t'as dit néerlandais. Rien de va. 1-0. Rien à voir. 1-0, il reste largement le temps de se refaire. Van Kwiatkowski. On passe à sa 5e victoire professionnelle. Même question, il va falloir retrouver son dauphin sur les championnats de Slovénie du chrono 2019. C'est également un ancien vainqueur de monument. Bah, Roglic. Primoz. Alors, tous les deux faux, c'est Matej Mohoric. Oh, Désolé. De toute façon, on avait une chance sur deux. Hein. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Slovènes. Ce sera sur Tratnik l'année bientôt, Tratnik bientôt, l'année hein. 2021. J'arrive crois lourd, qu'il- Tratnik. Hein. Ouais. À la Yumbo. Troisième question. Alors, troisième question, cette fois-ci, vous aurez 3 réponses par personne. Ah. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 coureurs Oh. à trouver. 14e victoire de Tadej Pogačar. C'était son premier succès sur les routes du Tour en 2020, 9e étape à Larens. Il règle au sprint Primoz Roglic ainsi que 3 autres coureurs. Marc Hirschi. Marc Hirschi 1. Encore 2 possibilités de réponse pour Johan et 3 pour Rémi. Il y avait donc Reims. Barguil. Non, Barguil, c'est pas bon. Martin. Martin, c'est pas bon. Alors, il y avait, pour moi, il y avait. Encore une possibilité de réponse là et 2 ici. Oh là là, Bardet. Bardet, c'est pas bon. Tu ne peux Aïe, plus jouer. aïe, 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 aïe. J'en Bon, ai encore un. Hirschi, c'est sûr. Ça fait un partout déjà. Rémi, il te reste 2 possibilités de réponse. Tour 2020, la Reims. Allez, encore. Moi, j'en ai Non, des non, autres. vas-y, j'ai rien qui me vient là, ça servirait à rien. Pour Je le sais fun. pas, Ouran était dedans. Non, il y avait Egan Bernal et Mikel Landa dans ce groupe je me de suis cinq. dit, Landa, il est mais toujours oui. quelque part. Landa est tout le temps. Mais Bernal, j'y ai pensé, je sais pas pourquoi, je me suis dit. t'es pas Un sur le Tour partout. 2020. La 4e est très facile. La 23e victoire. Alors on fait avance rapide. C'est Liège-Bastogne-Liège 2021, le premier monument de Tadej Pogačar. Mais combien a-t-il de monuments aujourd'hui 3. 3. Bonne Oh, réponse c'était trop vite. de Rémi de Ça a été Santos. trop vite. On va s'intéresser Avec de justement Lombardie en même temps. Oui. à son deuxième monument. C'était la Lombardie 2021. La 30e victoire de Tadej Pogačar. Qui est son dauphin? Si c'est pas Enric Mas. Non, c'est C'est. pas Ah, ok. Moi aussi. Chut. Chute de Ah, Bellecon. Ah, comment Non. il s'appelle Ça va les enfants? On a L'italien. fini à disputer Oui, je Ah, en sais plus, très il bien, donne mon des indices. Allem. Mon Allem, mais comment il s'appelle Ah, ça on va pas Ça l'avoir revient- tous ça les va pas deux. revenir, ça va pas Ça, revenir. c'est pas. Allez, on s'aide tous les deux. C'est quelque chose comme ça. Ouais, ça commence bien, ça commence bien. C'est laborieux, mais ça commence bien. Mais c'est terrible de. Bon, pas allez, avoir c'est comme fini. Vous êtes nuls. C'est Masnada. ça. Ah oui, Masnada. Non, mais j'étais en main, j'avais un trou de mémoire total. Toujours 2-1 pour Rémi Dos Santos. Nouvelle question à 3 points. Donc 3 possibilités de réponse. Victoire numéro 41, 42 et 43 de Tadej Pogačar. C'est 3 succès d'étape sur le Tour 2022. Citez-moi les 3 lieux où il s'est imposé. Oh. 3 chances par personne. Si. Péragude. Péragude, Laval. 1 point. Laval? Non, Non, il gagne pas le chrono. Laval, c'est pas bon. J'étais persuadé qu'il gagnait le chrono. Vous avez encore 2 possibilités de réponse par personne. Il y en a une qui est compliquée, parce que c'est pas en France, et il y en a une qui est hyper facile. C'est pas Longwy. Longwy Ah oui, bien Ça, joué. c'était la compliquée. Et j'ai pas l'autre. Je sais que c'est en montagne C'est aussi, pas mais en j'ai pas France l'autre. Oui, c'est pas en France. Si c'est en Longwy, c'est en C'est en France. Ah, je croyais que c'était en Lorraine. Belgique, autant pour moi. Il C'est va falloir en réviser Lorraine, il va c'est- falloir réviser la géographie. Oh bah nous, faut qu'on révise le cyclisme en général. Donc, Non, il va falloir que vous trouviez la mais dernière, moi, parce que je- c'est dernière, extrêmement facile. je me souviens plus où Ça est-ce fait, qu'il gagne. ça fait 3-2 pour Parce Johan. qu'ils sprintent tous les deux encore. Il bat Vingegaard dans un final bah oui. ahurissant. Euh, Vraiment. Et Vingegaard oui, passe parce qu'il et fait- Pogačar repasse. Ah, Ah, la c'est- super c'est planche. La super planche, exactement. J'étais en train de le dire. 3 partout. J'aime bien ce quiz. Il reste Bien encore sûr. 2 questions et vous savez que la dernière prévaut. Donc la 7 sera presque anecdotique. Victoire 44, Grand Prix de Montréal. Il bat Wout van Aert au sprint. Quel quick step fait 3?
Oui, on a tous. Je me suis vengé de lui en montagne. Je vais le prendre sur son terrain. N'oubliez pas qu'il y a une question quand même. Hein. Oui, Quel Quickstep fait 3 Oui, mais non, mais attends, on s'est gouré sur Masnada tout à l'heure. Donc il y a un Quickstep qui fait 3. Ah, et j'ai envie de dire une énorme. Ah, c'est un coureur italien. Fausto Masnada. Non. C'est l'autre. Bah, c'est Baggioli. Andrea Baggioli. Ne t'enflamme pas puisque c'est la dernière question qui va prévaloir. Ouais, il y a mais c'est- au 4-3. moins, j'ai le droit d'accepter la question. Elle est quand même. Victoire 51. Le classement général de la Ruta del Sol. Il devance. Vous avez suivi Mikel Landa. Mikel Landa. Je savais même Ça pas. fait partie de la question ou- Non, C'est dommage. c'était simplement l'introduction. Donnez-moi l'écart en temps entre les deux. Le plus proche remporte ce quiz. En cas d'égalité, si jamais par exemple il y en a un qui me dit une 42, l'autre qui me dit une 44 et que c'est une 43, ce sera celui qui aura pronostiqué en premier qui gagnera. Moi, je dirais Une 52 22. secondes. Une 22, 52 52 secondes. Il y en a un qui est à 4 secondes. C'est Rémi Dos Santos. Aïe, aïe, 1 aïe, minute aïe, aïe. 18 d'écart Putain, mais il entre a les mis- deux. Mais attends, mais il a mis autant que ça alors que Ouais, ça ok. joue à J'ai coup de- enfin, j'ai ça vu, joue j'ai à vu coup de le- seconde à la chaque veille fois. de l'arrivée, il y avait une 13 d'écart. Je me suis dit, il pouvait pas avoir perdu. Ah mais c'est vrai, mais non, mais c'est dans la première où il dit ciao tout le monde. Oui, bah il a dit ciao tous les jours en fait. Non, mais- Salut. Ouais, mais non, dans la première, il part avant. Beaucoup avant. Oui. Alors que là, il préférait garder un petit peu Enric Mas avec lui Bon pour bah discuter. victoire au sprint. Oui, bah, il a, alors il a là, jeté le vélo. Hein, là alors, vraiment il faut c'est Ah ouais. Pidcock Van Aert. Alors, il faut savoir, donc, du coup, il rejoint Gilou. au classement Gilou et James aussi qui a 1 point. Et devant, donc tout seul, c'est internaute, c'est-à-dire Hugo. Si vous avez écouté la semaine dernière, on avait fait des petits duos, donc il y avait un point. c'était chacun marrant, la et semaine tout. dernière. On a essayé des trucs, peut-être qu'on en fera d'autres. Il y aura après. d'autres formats, mais le Oui. problème c'est qu'en fait on ne sait jamais qui est là. Par exemple sur le groupe là, quand on a demandé à tout le monde, mais Gilou n'est même pas intervenu pour dire je viens ou je ne viens pas. Puis Anthony Nicolas, vous avez entendu son intervention de Oui, mais après, de en même qualité. temps, comme on est tôt le matin, C'est vrai. du coup, ça a été un peu plus compliqué. Mais je vais pas me plaindre puisque c'est moi qui ai proposé cet horaire. Donc, Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Twitch parce qu'il y avait quand même du monde pour, Ah bon pour cette matinée. Oui, je te dirai pas il y combien. avait, il y mais- avait tous les pads de Chambly visiblement. Il y avait Max déjà. Fry qui était là, il y avait Anthony Nicolas hein, qui a plusieurs fois commenté. Il a dit notamment que tu étais bien excité ce matin. Voilà, Ah ouais. Jérémy. Voilà, il a dit Bah, ça. c'est- Passé une bonne nuit a priori. Ouais, passé une bonne nuit puis j'ai passé un bon week-end dans sa compagnie. Et il a dit j'ai gagné aussi une belle pancarte hier matin. Voilà, il a dit. Voilà. Alors, Il y a d'autres juste commentaires, petit, mais- on va finir là-dessus parce qu'il n'y a pas de pari. Oui, j'imagine. oui, bah non, Alors, non, il n'y a pas de pari. non. je suis allé voir sa sortie sur Strava. Oui. Vitesse maximale 44 à l'heure. Donc soit il a fait sa pancarte en côte, soit je pense que chacun ici autour de la table peut le fumer au sprint sur une jambe. 44, c'est une descente tout net. Quoi. Ouais, C'est- 44 au sprint, ça va pas bien vite quand même. Hein. Anthony, encore du boulot à faire. Petit plateau peut-être, il n'y a pas de problème de dérailleur. Merci Anthony en tout cas, d'avoir commenté. Merci de nous entraîner dans ce challenge Paris-Roubaix. Peut-être qu'on Peut-être pas. on le fera ou on le fera pas. Et puis on se voit une prochaine. Là, ça sera du lourd. Hein. Ah oui, il y aura Tradé, quoi Tirreno, Ah bah oui, Paris-Nice. oui, Là, oui, cette oui, fois-ci, entre. la semaine prochaine, ça y est, week-end d'ouverture en Belgique aussi avec le Omloop et ouais, Kuurne. ça rigole plus. On va avoir plein de choses à dire. Et puis cette semaine, l'UAE, visiblement, ça bordure dans tous les sens déjà. Donc, Ouais, mais course qui me passionne un peu moins que celle qu'on vient de ouais, donner juste avant, mais si ce sera je quand peux même me intéressant permettre. parce que t'as Evenpool, t'as Daniel, il y a un chrono, puis il y a Et l'arrivée à Pogacar. Jabal la fête dimanche. Bon, en Voilà. tout cas, voilà. Merci à tous Ciao, et bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous l'écoutez. Bon, évidemment. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Salut. À midi.